Cœur de ville, cœur de métropole poursuit son déploiement. Après Grenoble et Pont-de-Claix, c'est au tour de Coran de développer son centre-ville. Premier stage de pré-saison pour les coureurs de l'équipe AG2R La Mondiale à Vaujany. Au programme reprise en douceur de la préparation physique et cohésion d'équipe. Découverte de l'exposition Rose Valland en quête de l'art spoilé au musée dauphinois. Une exposition qui retrace le destin de cette figure iséroise de la résistance. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du vendredi 15 novembre 2019. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. 80 sapeurs-pompiers mobilisés cet après-midi pour éteindre un incendie à Bernin. Le feu s'est déclaré vers 11h dans l'entrepôt de la société Oscar Lab, spécialisée dans la construction de véhicules automobiles. L'incendie a fait un blessé, un salarié de l'entreprise. Le départ de feu serait dû à une mauvaise manipulation d'une batterie qui a généré un arc électrique et provoqué l'incendie de panneaux solaires et de batteries au lithium. L'employé qui faisait la manipulation a été brûlé aux mains et au visage et transporté au CHU Grenoble-Alpes. Les entreprises avoisinantes ont été évacuées et aucun autre blessé n'est à déplorer. Après Grenoble et Pont-de-Claix, d'autres communes vont inaugurer Cœur de ville, cœur de métropole. Une démarche initiée par la métropole Grenoble-Alpes qui veut rendre les centres-villes plus accessibles avec des déplacements apaisés. Une initiative qui est donc arrivée à Coran. Dans l'histoire des villes, des villages de notre beau pays, depuis toujours, les places publiques sont des lieux centraux dans la vie des villages, dans la vie des villes. Donc il est normal de la faire évoluer en fonction tout simplement des besoins tels qu'ils se présentent aujourd'hui. Ça veut dire que sans doute dans 50 ans, à Coran, on reviendra sur cette place, peut-être avant. Et c'est ainsi, c'est le fonctionnement des villes. Cette place du village, de Coran Village, était un parking avec une route. C'était l'air du temps dans les années 70-80. Aujourd'hui, les usages et les attentes des habitants sont différents et nous avions cette opportunité de réfléchir collectivement pour arriver à un projet qui permette à la fois au commerce de vivre, aux usagers de la place, que ce soit les enfants, nos aînés, tous les habitants, de se réemparer de cette place tout en permettant également la pratique et le partage de tous les usages. Cette place de village commence à revivre, donc elle va avoir dans cette nouvelle vie, elle va grandir, pas géographiquement bien sûr, mais elle va être amenée à évoluer parce que les usagers vont nous dire tiens, il y a peut-être tel ajustement sur la sécurité, sur l'embellissement, sur tel banc, tel emplacement, et on saura s'adapter, on n'est pas figé, et évidemment ça n'est que le début de cette belle place. À terme, le dispositif va donc concerner les 49 communes de la métropole et la prochaine à inaugurer son cœur de ville, cœur de métropole, sera Poisa ce samedi. Cette semaine, l'invitée du Récap Info est la députée européenne Europe Écologie Les Verts, Gwendoline Delbos-Corfield. Avant son mandat européen, elle a été conseillère régionale et connaît bien le dossier du Lyon-Turin. Pour elle, ce projet pharaonique est toujours sur les rails pour deux raisons. Ma réponse, ça serait deux choses. D'abord, il y a des gens qui ont des intérêts financiers dans l'histoire, qui sont des gros lobbies européens. J'ai déjà reçu. Il y a deux sujets sur lesquels je reçois des lettres insultantes, voire de menaces, etc. C'est la Hongrie et c'est le Lyon-Turin. C'est très clair. Et j'ai des lobbies extrêmement violents à mon égard déjà, alors que vraiment, j'ai à peine touché le sujet. Je ne suis pas encore vraiment une de celles qui travaillent le plus. Mes collègues qui s'y connaissent plus sont beaucoup plus attaqués encore. Donc, il y a des lobbies extrêmement forts qui ont des intérêts financiers très forts, et on sait qu'au niveau italien, en tous les cas, c'est même lié malheureusement aussi certainement à des choses illégitimes. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que reste dans la tête de nos politiques qu'inaugurer un immense investissement de milliards et de milliards, c'est grandiose, c'est formidable. Investir, voilà, dire qu'on a remis en place une petite ligne de territoire, forcément, c'est vachement moins chic. La députée européenne prône une réhabilitation immédiate de la ligne passant par Modane. Le Récap Info est à retrouver sur notre antenne vendredi à 21h et samedi à 13h. Alors que pour la deuxième année consécutive, l'Alpe d'Huez a été élue meilleure station de ski d'Europe, certaines stations de ski du département vont partiellement ouvrir leurs portes ce week-end grâce à la neige tombée en grande quantité ces derniers jours. Si vous avez hâte de chausser les skis, vous pouvez donc vous rendre au Sept-Lô et à Lens en Vercors pour le ski alpin ou encore sur le plateau de la Gève à Autran pour 25 km de pistes de ski de fond qui vous attendent. De l'escrime, du rugby et du hockey, c'est le programme de l'agenda sport du week-end.
Samedi, la fine fleur de l'escrime se donne rendez-vous à la Halle Clémenceau comme chaque année pour le 14e Challenge mondial U17. Les finales commencent à partir de 15h. Et puis dimanche à 14h15, deuxième match d'affilée au Stade des Alpes pour les Grenoblois du FCG. Objectif, se rassurer face à Montauban. Et pour ceux qui n'en auraient pas eu assez, dimanche à 17h, les Brûleurs de Loup vous redonnent rendez-vous à Pôle Sud, cette fois pour jouer face aux Boxers de Bordeaux. Pour eux, la saison sportive est terminée, mais c'est en montagne qu'ils se sont donné rendez-vous. Comme chaque année, les cyclistes pros de l'équipe AG2R La Mondiale se sont retrouvés à Vaujany pour leur stage de pré-saison. Objectif, reprendre en douceur la préparation physique et découvrir l'équipe pour l'année à venir. Au programme, de nombreuses activités, mais pas de vélo. Lilian Veillet. Après 3 semaines de congé, les coureurs de l'équipe AG2R se sont remis en selle à Vaujany pour le premier regroupement de la saison. Un stage surtout axé sur la cohésion. On a pris notre quartier d'hiver, on va dire, et c'est un stage d'intégration, un stage justement de cohésion avec l'ensemble de l'équipe, coureurs et encadrement, qui permet de se retrouver avant le début de saison et partir sur une note positive et d'envisager la saison avec optimisme. Comme chaque année depuis 5 ans maintenant, les coureurs ont pu se retrouver autour de plusieurs activités sportives avec les équipes locales vaujanyates. Au programme, des trails, du tir à l'arc, du hockey sur glace avec les Grizzlies ou encore du curling avec les Pierres de Feu. La saison, ça peut vite être longue, ça peut être lassant de faire que du vélo. Donc c'est bien d'aller faire des randos. Moi je suis de Chambéry, mes parents sont de l'Isère aussi. Donc voilà, j'étais habitué depuis tout petit à faire des randos dans la montagne. Donc c'est quelque chose que j'apprécie aussi. Ouais. Une randonnée de 10 km où les coureurs ont surtout pu échanger entre eux et avec les nouveaux. AG2R a cette année signé 4 recrues dont Harry Tenfield, fraîchement arrivé de Katusha et qui a pu découvrir Vaujany et les montagnes iséroises. C'était intéressant qu'il découvre un peu notre territoire tout en faisant un effort de randonnée, tous ensemble. Alors Bardet, lui, il court, mais on a le staff médical qui lui marche. C'est toute la difficulté, c'est de créer de la cohésion et de faire une promenade où tout le monde retrouve son compte. Le coureur de 29 ans reprend tout juste l'entraînement avec son équipe, après avoir été éloigné des compétitions pendant 3 mois. C'est en 2020 que j'aurai la réponse, mais en tout cas, voilà, je sais que c'est déjà très positif d'avoir fait ça pour mon hiver que je suis en train de construire. Et là, je me sens frais et plein d'envie pour ce qui m'attend. Ce stage était aussi l'occasion pour les coureurs d'avoir des entretiens avec le staff et de fixer les objectifs de la saison à venir. Romain Bardet l'a donc annoncé, il ne disputera pas le Tour de France en 2020. Et c'est donc le Drômois Pierre Latour qui sera chef d'équipe pour la saison à venir. Et vous pourrez le croiser sur les routes du département de l'Isère pour le Tour 2020. On finit ce JT avec une visite guidée, celle de l'exposition Rose Valland en quête de l'art spoilé, présentée au musée dauphinois jusqu'au 27 avril 2020. Laurie Baillet vous fait découvrir l'histoire de cette femme au destin courageux, héroïne et figure iséroise de la résistance. Rose Valland, c'est elle, une figure de la résistance française d'origine iséroise. Rose est née en 1898 dans une famille modeste à Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Elle se passionne pour les beaux-arts et l'histoire de l'art. Elle réalise un cursus brillant, d'abord à Grenoble, puis à Lyon et enfin à Paris, et intègre le musée du jeu de paume en 1932. Alors que le musée devient à partir de 1940 un lieu de transit des œuvres d'art spoliées par les nazis, Rose Valland reste à son poste. Rose Valland était une femme conservatrice de musée qui a beaucoup œuvré au jeu de paume pendant la Seconde Guerre mondiale. En prise directe avec les nazis, elle va recueillir des informations précieuses dans ce lieu sur l'origine des œuvres qui ont été spoliées par les nazis et l'endroit où ces œuvres vont être envoyées en Allemagne, en Autriche, en Tchécoslovaquie. Ce travail va permettre de retrouver quelques 60 000 œuvres d'art. Sur ces 60 000 œuvres d'art, 45 000 vont être restituées aux propriétaires légitimes, la plupart du temps des familles juives. Pendant l'occupation, la spoliation des biens juifs est une véritable entreprise secrète qui a pour objectif d'alimenter les collections des plus hauts dignitaires nazis. Au cœur de ce réseau, l'infiltrée Rose Valland, inscriptions, tampons, numéros d'inventaire, voilà autant d'indices récoltés à l'insu de l'occupant. Le travail qu'elle réalise au jeu de paume est un vrai travail d'enquête. Elle transcrit au brouillon des informations qu'elle glane dans la journée pour les mettre au propre ensuite le soir et les transmettre à la résistance. Elle est aussi à faire les corbeilles à papier
au jeu de paume où elle trouve des informations en allemand, une langue qu'elle maîtrise. Elle est à l'affût voilà, de toute information qui vont permettre, après la guerre, de retrouver une grande partie des œuvres d'art. Pas toutes, hein, puisque 40 000 œuvres d'art manquent à l'appel encore aujourd'hui. Rose Valland a reçu plusieurs distinctions comme la médaille de la Résistance en 1946 et la médaille de la Liberté des États-Unis en 1948. L'exposition s'inscrit dans la programmation culturelle du 75e anniversaire de la Libération, tout comme l'exposition Femmes des années 40 présentée parallèlement au musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.